Deuxième temps de la valse, je vous rappelle rapidement, très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la forme partie, c'est une forme qui est relativement récente, deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est une conquête, une invention du mouvement ouvrier et elle a une dimension démocratique. Elle prend la suite des sectes et des partis-factions. Parti-faction, c'est le terme de Rousseau. Et les sectes, c'est tout ce qui s'est développé dans le courant du XIXe siècle, y compris tout de suite après la Révolution. Marx a joué un rôle dans la définition de la forme partie. J'ai mentionné la semaine dernière les travaux de Jean Quétier, les livres que Jean Quétier a publiés à cet égard. Je n'y reviens pas. Et l'une des idées que j'ai développées, c'est que la forme partie au XIXe siècle, au début du XXe, y compris jusqu'à la guerre, pendant la guerre et à la libération, l'après-seconde guerre mondiale, la forme partie a été un outil permettant à des personnes d'origine populaire, ouvrière, de s'impliquer dans la vie politique et d'exercer des responsabilités. Voilà, donc ça, en gros, on peut dire que ce sont des idées qui permettent peut-être, et en tout cas je l'espère, de jeter un regard nouveau sur la forme partie. Voilà. Mais des critiques ont été adressées à la forme partie, elles n'ont pas manqué, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir à la fois les critiques formulées et les réponses que Jean Quétier propose. J'ai toujours le livre là si jamais vous le souhaitez. Alors, les critiques et les réponses, il y a une première critique, ce sera la première partie de mon exposé, c'est celle qui a été formulée par Robert Michels, M-I-C-H-E-L-S, Robert Michel, un sociologue germano-italien dont les dates sont 1876-1936. Et Robert Michel publie en 1911 Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Et je vais commenter un aspect de son livre, un aspect de ce qu'on y trouve, c'est la thèse de la loi d'airain de l'oligarchie. Robert Michel développe la thèse de la loi d'airain de l'oligarchie. Voilà comment il envisage cette thèse de la loi d'airain de l'oligarchie. Il souhaite montrer que toutes les formes d'organisation politique, même celles qui se prétendent démocratiques, sont condamnées à devenir oligarchiques, autrement dit, qu'un petit nombre d'individus sont nécessairement conduits à asseoir leur pouvoir sur l'ensemble du groupe, laissant l'immense majorité dans une situation de passivité et d'impuissance. Et pourquoi Michel parle-t-il d'une loi d'airain? C'est parce qu'il est à peu près inenvisageable, dit-il, d'y échapper. Voilà. Alors, que répondre à ça? Quétier reconnaît que le diagnostic de Michel est bien documenté. Il est documenté sur le SPD allemand, le Sozialistische Partei Deutschlands, le Parti socialiste allemand, dont il a lui-même été membre à un moment donné.
Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Michels sait de quoi il parle. Mais Quétier dit que le problème est ailleurs, il n'est pas dans la partie documentaire. Le problème est ailleurs, c'est que Michels rattache les phénomènes oligarchiques qu'il débusque dans les parties de son temps à une essence de l'humanité et à une essence de l'organisation. Donc, il constate cette loi d'airain de l'oligarchie et il ne se contente pas de le constater, il va tout de suite au-delà du constat, il dit « ça fait partie de l'essence des partis, ça fait partie de l'essence humaine, la loi d'airain de l'oligarchie ». Et ça, Quétier, il le conteste. On va voir que sur d'autres sujets, Quétier conteste cette tendance à essentialiser les choses. Le problème, c'est que Michel a une vision misérabiliste de l'essence humaine, dit Quétier. Son anthropologie est pessimiste. Les masses, dit Quétier, sont présentées comme fondamentalement incompétentes et incapables de prendre leurs affaires en main. Voilà, c'est typiquement le genre de position que Quétier conteste violemment, enfin violemment, ça c'est moi qui le dis, conteste fermement, c'est contraire à sa conception de la philosophie et de la nature humaine. Et qui plus est, c'est faire fi, dit Quétier, de tout ce que nous avons vu, souvenez-vous, la semaine dernière, c'est-à-dire que ce qu'on a pu voir la semaine dernière, c'est que à bien des périodes, les partis politiques ont été des instruments permettant à des milliers de gens de s'épanouir, de s'investir dans des actions sociales, dans des objectifs politiques, etc. Et de devenir des dirigeants politiques. J'ai cité le cas de Maurice Thorez parce qu'il est emblématique. Il a été secrétaire général du PCF pendant 34 ans et il a impulsé pendant très longtemps une politique de formation, une politique de mouvements de masse, etc., des mouvements culturels, des organisations culturelles, etc. Donc c'est faire fi de ça que nous avons vu la semaine dernière. Donc, qui plus est, à la thèse de l'incompétence, Michels en ajoute une autre, qui est celle complémentaire de la fondamentale indifférence des masses populaires à l'égard de la chose publique. En plus, thèse très lourde, très lourde de conséquences. Et pourquoi cela? Pourquoi cette thèse? Parce que, dit Michel, les gueux, alors les gueux c'est moi qui le dis, Michels, il n'a pas cette expression, il dit les masses, ou il dit le plus grand nombre. Moi je dis les gueux. Les gueux ont une tendance égoïste à ne se préoccuper que des questions relatives à leur existence particulière, sans être en mesure d'intégrer la perspective d'un intérêt général. Donc, encore une troisième affirmation qui alourdit notre sac, hein, qui alourdit notre cas. Donc, n'ont pas d'intérêt, pas d'appétence pour les questions d'intérêt général, et ils sont toujours déjà prêts à déléguer la gestion des affaires à des hommes qui y sont disposés. Et on boucle avec la première thèse de la loi d'airain de l'oligarchie. Effectivement, il y a des gens qui y sont disposés à exercer des responsabilités déléguées. Quétier reconnaît que
tout cela correspond à des choses que l'on peut observer dans le fonctionnement des partis. Il l'a observé dans le fonctionnement du SPD. Mais, Quétier dit, il faut s'arrêter au constat, à l'observation. Il ne faut pas aller, ça c'est pas légitime, d'aller plus loin et d'essentialiser, d'aller jusqu'à dire que les êtres humains sont non intéressés par la chose publique. Et pour terminer le tableau, Michels voit aussi chez le plus grand nombre une tendance à la vénération des chefs. Par exemple, il dit ceci, Michels dit ceci, les masses possèdent une tendance profonde à la vénération personnelle dans leur idéalisme primitif. Elles ont besoin de dieux terrestres auxquels elles s'attachent avec un amour d'autant plus aveugle que la dureté de la vie les assaille d'une manière plus prononcée. L'idolâtrie serait ainsi passée des dieux aux chefs. Dans les temps anciens, c'était les dieux, et maintenant, c'est les chefs. Et les ouvriers allemands, dit Michels, ceux qu'il a fréquentés au sein du SPD, n'auraient finalement ôté de leur salon le portrait de Luther, qui était de rigueur, que pour le remplacer par un portrait de Bebel. Bebel, Auguste Bebel, un dirigeant ouvrier allemand du SPD. À tout cela, Quétier répond que, outre qu'il n'est pas pertinent de confondre le culte d'une personnalité, d'une autorité divine et celui d'une personnalité terrestre, c'est quand même pas du tout le même registre, le même niveau, il n'est pas pertinent de confondre cela, et Michels n'envisage à aucun moment que les défauts des masses qu'il recense pourraient aussi bien trouver leur origine dans les caractéristiques des partis dans lesquels les personnes évoluent, des partis ou des organisations. Est-ce que ces partis ou est-ce que ces organisations favorisent ou bien contre les défauts dont il est question? Alors, autre question, en fait, Michels, il conçoit la société, les partis, les organisations, sous l'éclairage des rapports de domination qui sont inscrits pour lui, une fois de plus, dans l'essence humaine. Rapports de domination inscrits dans l'essence humaine. La conception de l'organisation politique de Michels, elle repose avant tout là-dessus. Bref, la concentration des pouvoirs entre les mains d'un petit groupe, elle renvoie en premier lieu, pour Michels, à des écarts de compétences. On peut être d'accord, bien sûr, il peut y avoir, c'est vrai, des écarts de compétences entre les personnes, mais là encore, ce qui est problématique, c'est que Michels, avec les présupposés qui sont les siens, il passe de ce constat objectif à l'affirmation de l'impossibilité qu'il en soit autrement. Une fois de plus, il pose la thèse de l'incontournabilité de ces écarts de compétences. À aucun moment il n'envisage qu'on pourrait s'attaquer à ces écarts par l'éducation, la formation. Excusez-moi, les constats de Michels se basent que sur l'expérience de partis d'une certaine couleur. Le SPD, oui. Ça aurait été intéressant déjà d'avoir une vision plus globale, parce que là, il essentialise les choses, effectivement, mais en ne se basant que sur une sorte de parti en particulier. Oui. À l'époque, il n'y a que les partis de gauche qui sont disponibles. D'accord. Nous sommes fin 19e, début 20e.
pour ce qui est de la droite, les organisations, elles sont encore en train de naître. Hein. Elles sont encore, disons, dans l'enfance, alors que le SPD, lui, est né quand même en 1875. Et il succédait à d'autres organisations qui avaient déjà une forme parti, un peu avant, en 1863 et 1869. Alors que pour ce qui est de la droite, il y a déjà des partis, mais ils sont encore dans des... ils existent, mais ils sont encore tout neufs. Les partis de gauche, entre guillemets, finalement, c'est presque logique qu'ils soient parus avant les autres, parce que l'objectif, c'était quand même de défendre, comme tu dis, les gueux et la misère des gens, quoi. Alors que les autres partis défendaient, commençaient par défendre leurs privilèges. C'est ça, le maintien. Les gueux, c'était struggle for life. Voilà. Enfin, je pense que c'était... Puis il y avait quand même beaucoup d'organisations syndicales qui s'est développées avec l'industrialisation. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'organisation syndicale, elle n'avait pas les pouvoirs. Donc, non. Tout au long du 19e, des formes d'organisation syndicales, là il faut mettre beaucoup de guillemets, coopératives, mutuelles, etc., se sont développées. Hein, les sociétés de secours mutuels, etc., etc. Ça s'est développé tout au long du 19e, mais elles sont restées illégales jusque les années 1860. Ce n'est que dans les années 1860 que Napoléon III a autorisé... Oui, c'est lui qui a même autorisé la grève, les grèves. Voilà. Ce qui est quand même étonnant pour... Voilà. Elles sont restées illégales. Donc, ce qui a pu se développer, ce sont donc des formes telles que les sociétés de secours mutuels, des choses comme ça, qui étaient des caisses, en réalité, des caisses de secours mutuels, en cas de grève, faut-il dire grève, on va dire grève, mais en cas de lutte. Hein, grève non autorisée, hein, donc en cas de lutte. Voilà. Mais ce qui demeure, c'est que l'organisation ouvrière syndicale, je dis syndicale entre guillemets, non politique, elle a eu un temps d'avance sur l'organisation politique. Et donc elle a eu tendance, pendant quelque temps, à prendre en charge aussi des questions politiques. Hein. Bon. Une fois que les partis ouvriers ont existé, ont émergé, il y a eu une période de réglage. Après, la CGT est née en 1895, si je ne dis pas de bêtises. 1895, il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc, bon, après, il y a eu d'autres réglages qui se sont mis en place. Donc, voilà. Observer la même chose, le même genre de choses dans les autres partis, c'était pas aussi évident. Bon, en plus, Michel, lui, il est germano-italien. Hein. Je ne sais pas du tout s'il parlait le français, peut-être pas. Hein. Donc pour lui, ce qui était envisageable, c'était seulement d'observer des partis allemands. Mais pardon, tout à l'heure, là, tu disais que Michel, là, il disait que ce qui était fondamental aussi pour le peuple, en fait, c'était l'indifférence, la fondamentale indifférence à l'égard de la chose publique. Et je trouve que quand même son raisonnement est quand même limité, quoi. Parce que c'est sans doute, c'est vrai, ça, c'est un constat, mais ce qui te vient en tête tout de suite, c'est que les gens, lorsqu'ils sont malheureux, ils pensent à eux et à leur vécu quotidien. À survivre. À survivre. Donc la chose publique, c'est loin, hein, c'est
a fortiori à cette époque. Bien sûr, bien sûr. Elle n'existait quasiment pas. Donc, Mais bien entendu. Alors, je vais aller... c'est étonnant même qu'il n'en ait pas... Ben, c'est étonnant, justement, c'est ce que je m'apprête à dire, c'est que nous sommes en 1911, Ouais. Bon, il y a un siècle, à la louche, la thèse de la capacité d'apprentissage générale n'est pas installée dans la population. Non. Cette thèse qui consiste à dire tout le monde peut apprendre, elle date de quand? Elle date de l'après-guerre, et encore, je pense qu'elle date plutôt d'après le collège unique, et on va dire, on va laisser passer 1 ou 2 ou 3 décennies de collège unique pour que des personnes en grand nombre finissent par admettre que tout le monde peut apprendre. Rappelons-nous les débats absolument rock'n'roll dans les années 1960 ou encore 1970 sur les dons. Il a fallu que Lucien Sèvres, un philosophe marxiste, prenne la plume pour faire un petit opuscule intitulé « Les dons n'existent pas ». Donc pendant très longtemps, et même encore peut-être dans les années 80, 90, etc., il y a encore eu des personnes qui prétendaient que les dons existaient, et je pense qu'on en trouverait encore aujourd'hui. Je pense qu'on en trouvera encore. Donc en 1911, Michels, il est quand même un peu excusable. Cela dit, il y a quand même des gens bien avant lui, un demi-siècle avant lui, qui avaient déjà exprimé des thèses allant dans le sens où tout le monde peut apprendre. Marx, Engels, etc. Bon, là aussi, c'est une façon de voir à quel point des penseurs comme Marx ou Engels pouvaient être, comment dire, modernes à leur époque, j'entends, développer des thèses qui étaient vraiment absolument révolutionnaires. Bon, mais allez, on va lui trouver quelques excuses en 1911, je lui trouve encore quelques excuses, mais ça veut dire qu'il n'est pas à la pointe de la réflexion philosophique comme pouvaient l'être d'autres. Donc, oui, il y avait ce maintien des idées, il y a les dominants et les dominés, mais il y a aussi les intelligents et les autres. Donc, Michels n'envisage jamais que l'on puisse changer la donne en ce qui concerne les compétences par la formation. Il n'envisage pas, par exemple, qu'on puisse mener une lutte au sein du parti, le SPD, pour que l'origine de classe des dirigeants change, que ça devienne des personnes issues de la classe ouvrière et non plus des avocats, etc. Voilà. Tout ce que dit Michels, à mesure que l'organisation va prendre de l'ampleur, qu'elle va s'installer, que va se mettre en place un type de fonctionnement hiérarchisé, clivé, etc., eh bien tout ça va se cristalliser et la pesanteur des structures va de plus en plus se faire sentir, et plus aussi la vitalité de l'activité des membres du parti va être entravée par les dirigeants, plus la loi des reins de l'oligarchie va se faire sentir avec force. Question, y a-t-il moyen de lutter contre toutes ces tendances régressives? Eh bien, voici la réponse de Michels. Rien n'indique que ce pouvoir
empiriquement constatable de l'oligarchie dans la vie partisane puisse être brisée dans un temps prévisible, c'est-à-dire à un horizon humain raisonnable. Et cela fait dire à Quétier que la tonalité qui domine au sein de l'ouvrage de Michels, eh bien, c'est tout simplement celle de la désespérance. C'est ça le jugement final de Quétier. Par exemple, encore une chose que dit Michels, particulièrement décourageante, dans l'histoire, les courants démocratiques sont dès lors semblables au battement des vagues. Toujours ils s'écrasent sur les brisants, mais toujours également ils sont renouvelés. Alors, Michels, comme vous le voyez, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. D'autres intellectuels derrière lui, au XXe siècle, ont aussi exprimé des critiques sur le fonctionnement des partis. On va en retenir trois: Simone Veil, Michel Foucault et Pierre Bourdieu. Et vous allez voir que les trois, et c'est pour ça que c'est important d'avoir commencé par Michels, tous les trois, ils retrouvent les accents de Michels, les arguments de Michels et ses appréciations. Tous les trois. Simone Veil, par exemple, elle présente sans nuance l'institution partisane comme un mal sans mélange, un mal pur, si vous voulez. Elle est totalitaire en germe et en aspiration, dit-elle. Totalitaire, le parti, parce qu'il se présente comme une fin en soi et non comme un simple moyen en vue d'une fin déterminée, d'émancipation, a priori d'émancipation, bien sûr. Michels aussi dit cela. Michels dit la même chose. Totalitaire également le parti, dit Simone Veil, parce qu'il inscrit ses membres dans un rapport d'emprise. Qu'est-ce qu'elle vise là? C'est la discipline de parti. Elle appelle ça un rapport d'emprise. Totalitaire enfin, pour Veil, par sa propension à produire de la passion collective au détriment de toute attitude rationnelle. Et elle rapporte cette situation, comme Michels, à la tendance des masses à ne pas penser. Voilà. Je ne vous l'ai pas dit, tout ceci on le trouve chez Simone Veil dans une note de 1940, note sur la suppression générale des partis politiques, de 1940. On n'a pas l'image de Simone Veil comme ça. Eh ben non. Eh ben non. Elle n'avait aucune expérience en Grande-Bretagne. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est évidemment faux. Ben oui, mais bien sûr. Pour Grande-Bretagne, Son expérience. C'est pas seulement le parti. Son expérience, c'est d'avoir. C'est tous les partis. C'est s'être embauché dans une usine. Dans quelle usine? Qui le sait? Qui ça? J'ai oublié, Simone Veil. Ah oui. Oui. La commission ouvrière. Je me demande si c'est pas Renault. Oui, Je crois. J'aurais dit oui. Renault. Je crois. Je ne le garantis pas, mais je crois que c'est Renault. Elle s'est embauchée dans une usine. Ah oui, je ne disais pas qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait en France. Je demandais s'ils avaient quelque chose. Oui, mais c'est quand même vrai, ça. Et elle dit des trucs comme ça. Et elle dit des trucs comme ça. Bon, un mot, et rien qu'un mot sur Michel Foucault, qui lui aussi s'est exprimé sur les partis politiques. Il l'a fait dans un cours du Collège de France intitulé « Naissance de la biopolitique ». Je vais être rapide, pourquoi? Parce que j'ai abrégé ce cours de Michel Foucault, « Naissance de la biopolitique », et mon abrégé, il figure dans mon blog. C'est un cours de quelle année? De 1979. De 1979.
J'ai abrégé ce cours-là et celui qui précédait, intitulé Sécurité, territoire et population. Donc vous trouverez, il faudra peut-être que vous cherchiez, mais vous trouverez des formules de Foucault. Je vous en cite une. Par exemple, Foucault dit ceci: cette très extraordinaire, très curieuse, très nouvelle organisation, donc le parti politique, est à l'origine historique de quelque chose comme les régimes totalitaires, de quelque chose comme le nazisme, de quelque chose comme le fascisme, de quelque chose comme le stalinisme. Voilà. Ouais, encore, hein. Je suis sûr qu'il avait dans la tête les partis politiques français. Ben oui, exactement. Exactement. Pas celle de mais, la Suède. Voilà. Par exemple. Bon, pour quelques développements, vous pouvez vous reporter au cours à mon abrégé. Et ça puis il y a de 1979, le cours de Foucault. Ce que tu cites là, Oui. c'est affolant. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Foucault, c'est pas une autorité, hein. Pour moi en tout cas. Foucault, s'il dit des choses qui sont fausses, ça ne se surprend pas. non, mais Il généralise à tous les partis, alors il met tout le monde dans le même panier. oui. Alors, là, dans cette citation, pas vraiment, pas tous les partis. Ce sont quand même plutôt les partis de gauche qui sont visés. Et quand j'entends quelque chose comme les régimes totalitaires, quelque chose comme le nazisme, quelque chose comme le fascisme et quelque chose comme le stalinisme. Moi, ce que je vois, c'est que Foucault, il fait un amalgame entre fascisme, dans l'ordre, fascisme, nazisme et stalinisme. C'est ça que je vois. Hein. Je vois rien qui concerne les partis de droite, mis à part le nazisme, évidemment, mais qui concerne les partis de droite non autoritaires. Là, je vois qu'il parle du nazisme et du stalinisme. Ils n'ont pas osé parler du racisme parce que l'esclavage, ça n'a pas fait son train à cette époque. Ah bah oui, bien sûr. Ça n'a pas attiré leur attention. Ah non, ça ne les a pas... Ça les a pas... C'était pas leur problème. Non, c'était pas leur problème. Le troisième auteur, c'est Bourdieu. Alors Bourdieu, il publie en 81 La représentation politique, un ouvrage qui s'intitule La représentation politique. Et Quétier considère que Bourdieu, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Globalement, Bourdieu, c'est quelqu'un qu'il faut toujours prendre au sérieux. C'est un intellectuel qui surnage, qui domine, en tout cas pour la France, qui domine le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, il faut toujours le prendre au sérieux. Et difficile de parler de la question des partis sans passer par lui. Pour autant, Bourdieu s'inscrit, et explicitement, il s'inscrit dans la suite de Michels. Et il assume sa filiation avec Michels. Voilà. Ah oui. Et oui. Donc ils le connaissaient tous. Et oui, tous le connaissaient. Ils connaissaient tous. Oui, bien sûr. Alors ça m'amène à une réflexion. Vous avez là un exemple, pas très connu, pas très spectaculaire, pas très aveuglant, mais vous avez là un exemple de comment l'espace public peut fonctionner. Là, on parle des débats qui courent sur le parti politique, etc.
On ne parle pas d'autre chose, là, hein, on parle des partis politiques, ainsi de suite. Vous avez un intellectuel génératif, Michels. Il publie son bouquin, hein, du parti, Sociologie du parti dans la démocratie moderne en 1911. Bon. Et puis, au fil des décennies, un siècle encore après, puisque le dernier c'est 1981, enfin pas tout à fait un siècle, 3/4 de siècle, eh bien, vous avez encore une bordée d'intellectuels qui interviennent aussi et qui font du Michels 25 ans après, 50 ans après, 75 ans après. C'est quand même un signe, ça, parce que Michels Oui. Bon, c'est 1911. Oui. Bon, ça court jusqu'en 81. Oui. Et ces gens, ils reprennent ces intellos, ils reprennent le discours de Michel avec encore plus d'ardeur, à mon avis, parce que les partis, depuis 1911, ils ont fait leurs preuves quand même, les partis de gauche, entre guillemets, surtout avec les conquêtes sociales, entre les deux guerres, après la guerre. Voilà. Et donc, oui. c'est peut-être embêtant pour la paix sociale envisagée par un intello, Bien sûr. sans doute avec des idées intéressantes parfois, mais aussi quand même un peu conservatrices, Voilà. qui appartient à une caste d'intello qui ne vient pas du peuple. Alors, vous voyez le chaînage auquel on arrive. Vous avez Michels qui est génératif. Vous avez quelques grands intellectuels, tous respectés en leur temps. Ah ben oui. Tous respectés en leur temps. Simone Veil, Michel Foucault, Pierre Bourdieu. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que dans la foulée de ces personnes-là, eh bien, d'autres intellectuels, des profs de fac, des journalistes, des essayistes, des hommes politiques, qu'est-ce que j'oublie comme... voilà, etc., ont repris leurs analyses. Et c'est comme ça qu'on arrive, et puis alors, tout ça, ça percole. Ça percole dans la société, dans les interstices de la société, et c'est comme ça que les décennies passent et que des millions de gens, finalement, intériorisent des représentations du parti politique et qui leur paraissent bénéficier de la caution des plus grands intellectuels. Au-delà du problème, c'est la démonstration de ce que tu dis, là, des idées qui sont diffusées comme ça, Voilà. et qui finalement sont contestables, et puis finalement apparaissent comme acceptables. Voilà. Mais on pourrait, sur d'autres sujets, hein, si on prend par exemple le thème du néolibéralisme, on peut trouver comme ça des intellectuels génératifs. Moi, je vais en citer un qui, à mes yeux, est génératif, c'est Friedrich Hayek, pour l'économie, pour le néolibéralisme. Friedrich Hayek, il doit mourir dans les années 1970, un truc comme ça. Je crois que je ne dis pas de grosses bêtises. Il a été prix Nobel dans les années 70 et il a dû mourir quelques années après. Et il a un disciple chez nous, le maire du Havre. Ben oui, bien sûr, Richard... non, pas Richard. Qui a été Premier ministre. Oui, qui était le premier Premier ministre de Macron. Oui, comment Philippe. Il se revendique fils de Docker, voilà. Mais un disciple de Hayek qui en fin de compte, a développé dans le camp
capitaliste toute une philosophie. Voilà. Et les disciples de Hayek, ils sont légion. Hein. Ça fait bien. Alors, pas aux 20h à la télé. Hein. Parce que ça, c'est plutôt l'inverse, là. Hein. Mais Philippe, il fait cette confidence lors de la réunion d'un comité Théodule de la République française, au cours duquel est présenté un rapport, je ne sais pas trop quoi. Donc, une de ces réunions, une des multiples réunions qui émaillent la vie politique, la vie de l'État. La vie de l'État. Hein. Donc, c'est un petit cercle, il y a peut-être 40-50 personnes à tout casser. On se laisse aller. Et on se laisse aller, et il fait cette confidence dans ces circonstances-là. Bien, je retrouverai les circonstances exactes, j'ai ça quelque part. Voilà. Mais des gens qui ont fait ce genre de confidence, on en trouve des brouettes entières. Et des profs de fac, ou des journalistes, ou des économistes, etc., qui ont utilisé les travaux de Hayek pour justifier le capitalisme, mais il y en a des brouettes entières. Hein. Et il faut reconnaître que Hayek, plus encore que Michels, me semble-t-il, parce que Michels, il est resté confiné dans son sujet, les partis politiques, mais Hayek, attention, Hayek, vous trouverez sur mon blog une présentation de la pensée de Hayek. Je vais vous dire, ça couvre tous les domaines, depuis la théorie de la connaissance jusqu'à la théorie de l'État. Donc c'est extrêmement impressionnant. Évidemment, moi je suis contre du début jusqu'à la fin, hein, bien entendu. Mais il a exercé une influence, et voilà un intellectuel génératif qui a produit des bébés Hayek tout au long du XXe siècle. Alors, voilà quatre premières critiques: Michels, Weil, Foucault et Bourdieu. Il y en a eu d'autres, un petit peu différentes. Ce sont des critiques de la forme partie que l'on a vu naître dans les années 60. Dans les années 60, en particulier en lien avec ce que l'on a appelé dans les années 60 les nouveaux mouvements sociaux. Cette formule, vous la connaissez, les nouveaux mouvements sociaux. Dans les années 60-70, bon, il y a 68 en plein milieu, se développent des mouvements comme le féminisme, comment elle s'appelle, qui est morte, Halimi, Gisèle Halimi, et puis un fameux procès, etc. Bon, se développe le féminisme. Un procès contre l'avortement. Oui. Je me demande si c'était pas un procès à Aix-en-Provence. Donc le féminisme, l'environnementalisme, un certain quel est cet homme politique qui voulait être président de la République, qui était un écolo. Bernard Douzman. Comment tu dis? Bernard Douzman. Oui, voilà. Le mouvement LGBT et les thèses, c'est, je vais assez vite, hein. On ne va plus se centrer sur le contrôle de l'appareil d'État, ça c'est ce que font les partis politiques. Tous ces nouveaux mouvements sociaux, ils ne se centrent plus sur la prise de l'État, hein, ou la prise de contrôle de l'État. Non, ils délaissent ça au profit d'objectifs de résistance et de l'invention de nouveaux modèles d'existence. Le Larzac,
Souvenez-vous du Larzac. Hein, chose comme ça. Mais c'est là aujourd'hui, on voit bien, la politique de Trump, c'est contre tout ça. Ah oui, 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 bien sûr. Contre tout ce mouvement socialiste qui existe aux États-Unis, même s'ils ne sont pas structurés, mais on le voit dans ses discours. Hein, bien sûr, bien sûr. Alors, ce sont des mouvements, les nouveaux mouvements sociaux, qui font moins du national que du local en réalité. Attaque. Pardon? Attaque. Alors, Attaque en fait partie. Attaque est né à cette époque-là et a tout de suite fait partie de ce que l'on a appelé les mouvements sociaux, les nouveaux mouvements sociaux, et puis toute une kyrielle d'ONG. Attaque est une ONG d'ailleurs, hein, mais d'autres ONG hein, qui sont nées à peu près à cette époque-là. Et ce sont aussi des mouvements qui font appel à la désobéissance civile. Beaucoup. Hein. Ça renaît, hein, les zones à défendre, les ZAD. C'est une forme de renaissance de ces mouvements sociaux. Enfin bref, c'est pour vous dire ce que c'est. Comment dire, leur objectif donc c'est de rendre possible à ces mouvements sociaux des pratiques politiques réellement démocratiques, beaucoup plus horizontales et beaucoup moins verticales que ce que sont les pratiques des partis politiques. Alors, l'hypothèse de Quétier par rapport à ça, c'est de mettre à l'épreuve l'hypothèse suivante, c'est que les différentes tentatives visant à substituer à la forme parti des modalités d'organisation collective plus démocratiques, eh bien, elles n'ont pas été à même jusqu'ici de faire leurs preuves. Donc Quétier, il annonce la couleur, les nouveaux mouvements sociaux, il n'est pas question de dire qu'ils n'ont rien apporté, c'est pas ça le sujet, mais ont-ils représenté ou représentent-ils une alternative au mouvement politique, aux partis politiques? Eh bien, Quétier est plus que dubitatif par rapport à ça. C'est tous les mouvements dont tu as cité. Oui, dont Ça apparaissait à l'époque, c'était, on prenait les gens pour des babacouilles, quoi. Ils étaient là. Et comme on était jeunes, on était... Oui, mais on était encartés. On était encartés au parti. On était encartés au PCF. On avait quand même un point de vue. Regarder, c'est pas mal. Bon. Mais oui, c'est tous ces mouvements-là. Non, Quétier dit que, à propos de ces nouveaux mouvements sociaux, que la forme parti est sortie par la porte et qu'elle est revenue par la fenêtre, en réalité. Attaque a réinventé quelque part, peut-être pas tous, mais Attaque qui a pris qui est important, organisé partout, dans tous les territoires, etc. Je ne veux pas critiquer Attaque, hein, moi c'est une organisation que j'aime beaucoup, mais Attaque, finalement, a un petit peu réinventé des formes de fonctionnement qui sont celles du parti. Existe-t-il un parti qui ne serait plus un parti? Quétier pose cette question. Et même chose, il pense, il faut vous reporter à son livre où vous avez l'intégralité des argumentaires, bien entendu. Même chose, il pense que non. Il cite le courant anarchiste. Le courant anarchiste, quelque part, il réinvente, alors souvent sur des formats beaucoup plus réduits, bien entendu, même encore plus réduits que le PCF, ce qui n'est pas peu dire, mais il réinvente malgré tout des formes parties. Vous avez le courant conseilliste, ça je remonte aux années 1920, Gramsci, les années rouges, en Italie.
le mouvement conseilliste, dans les usines à Turin, c'était quoi? C'était que tout ouvrier était habilité à faire partie du conseil d'usine. Tout ouvrier. Donc, il n'y avait pas le filtre du syndicat, le filtre du parti, etc. Tout ouvrier était habilité. Ça a fonctionné pendant un an ou deux. Hein. De mémoire, toujours 1922-23, me semble-t-il, ou 21-22, pendant 2 ans. Mais cela n'a pas débouché sur des conclusions, comment dire, convaincantes. Mais à travers ce que tu dis, le fait que ça se soit finalement, qu'on n'en entend plus trop parler, c'est que leurs résultats n'étaient pas là, quoi. Ils ont marqué les esprits pour une génération, tout ça, mais ils n'ont pas percé en termes de réussite pour obtenir des trucs décisifs pour les salariés. S'agissant... je pose la question. Parce oui, s'agissant des 2 années rouges, Bieno Rosso, voilà, je cherchais Bieno Rosso, la formule en italien. S'agissant des 2 années rouges en Italie, le mouvement a pâti du fait que le syndicat majoritaire italien, dont le nom m'échappe, était contre. Il n'a pas appuyé. Quand le mouvement conseilliste a lancé un mot d'ordre de grève générale, de mémoire, il n'a pas été appuyé par le syndicat, et là, la bourgeoisie turinoise a lancé la contre-offensive. Et ça a été terminé du mouvement conseilliste. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc la bourgeoisie, elle a repris la main. Il faut dire malgré tout que à cette époque-là, dans les années 1920, et pas que en Italie d'ailleurs, les ouvriers sont mobilisés. Hein. En France aussi. Hein. Après la guerre, après la Grande Guerre, il y a une forte mobilisation. La création du PCF en 1920, elle se fait dans un contexte de forte mobilisation. Bon, je passe là-dessus. Je voudrais aussi citer le nom de Alain Badiou, qui est sûrement connu de vous aussi. C'est aussi quelqu'un qui critique la forme parti, Alain Badiou. Hein, et lui, carrément, il soutient qu'il faut tourner le dos à la forme parti, mais il dit aussi qu'il faut tourner le dos au mouvement. Le mouvement type la France Insoumise, par exemple. Il dit aussi qu'il faut tourner le dos. Il est contre toute forme d'organisation. Je passe sur les thèses de Alain Badiou, vous les trouverez dans le fichier. Je passe, et pour terminer sur cette partie-là, à des thèses que avance Roger Martelly. Ça, c'est quelqu'un qui est contemporain. Il a été rédacteur en chef de la revue Regard. Il a été membre du parti communiste, hein, je ne sais plus quand, jusque dans les années 80-90. Au comité national aussi. Oui, quelque chose comme ça. Bon, il a fondé, je ne sais plus trop quoi, etc. Il a quitté le parti, mais ça reste, même s'il n'est plus membre du parti, ça reste une référence pour le parti, hein, pour l'histoire du parti. Ça reste une référence. Et il continue de publier, et il ne faut pas passer à côté des livres que publie Roger Martelly, qui a été à un moment donné proche de Mélenchon, de la France Insoumise. Autant que je sache, ce n'est plus le cas actuellement. Peut-être que je me trompe, prenez ça avec des pincettes. Mais en tout cas, il a été rédacteur en chef de la revue Regard jusqu'à récemment, peut-être 2, 3, 4 ans.
Alors, lui, il dit des choses intéressantes. Il dit ça dans une contribution qu'il a donnée à une journée d'études en 2024, il y a un an, le 16 novembre. Et le titre de la journée d'études, c'était « Peut-on se passer des partis politiques ?» Voilà. Donc, il souligne que le PCF, lui, il parle du PCF, il parle de ce qu'il connaît, il souligne que le PCF n'a jamais été aussi fort que quand étaient réunies 3 conditions. La première, quand le parti assurait une fonction de représentation sociale des dominés, assurait de manière bien établie cette fonction, et que sa composition sociale était à l'image de ceux qu'il cherchait à représenter. Deuxièmement, quand je le regarde, mais il ne réagit même pas, je le regarde puisque c'est l'exemple, hein, dans les années 70. Mais moi, il a fait des cours à l'école centrale d'un mois et des 4 mois. Ouais. Oui, je ne me donne pas. Deuxième condition, quand le parti pouvait s'inscrire dans un horizon utopique. Bien sûr, quand il y avait l'Union soviétique. C'était différent de maintenant et évidemment. Et la troisième, c'est quand le parti, sans renier sa vocation révolutionnaire, pouvait jouer le jeu des institutions démocratiques et contribuer à l'émergence d'un rassemblement majoritaire. Ça, c'était la fonction politique. Quand ces 3 conditions étaient réunies, dit Martelly, le parti finalement s'est trouvé au plus fort, au plus haut dans son existence. Martelly ajoute à ça, à cette première réflexion, il ajoute une deuxième réflexion, c'est que la force du parti s'est aussi nourrie de celle d'un ensemble plus vaste. Les syndicats, le mouvement associatif, les organisations culturelles. Donc, vous vous souvenez sans doute, dans les années 70, 80, 90 peut-être encore un peu, le Secours populaire, l'Union des femmes françaises, Aide-moi, qu'est-ce qu'il y avait encore comme grand mouvement Au côté sportif, la FSGT. La FSGT, l'ARAC. Ouais. C'est l'association des anciens combattants. L'association des résistants et anciens combattants. La FSGT pour le sport. Enfin, il y en avait d'autres. Bon, il y avait l'association France-URSS. Il y avait peut-être aussi France-Vietnam, je crois. France-Cuba, qui doit encore exister. Qui existe encore, etc. Bon, j'en oublie. Mais il y avait tout un tas d'associations, de mouvements de masse, on appelait ça comme ça. Et ça nous nourrissait. Martelly pense, je le cite, que le retissage d'une synergie sans subordination aucune, important, sans subordination, retissage d'une synergie, du social, du politique et de l'intellectuel est l'enjeu sans doute le plus stratégique d'une recomposition du champ politique et d'une relance vertueuse de la gauche elle-même. Donc il n'y aurait pas que le parti ou les partis de gauche à relancer. Là, on ne va pas se concentrer uniquement sur le PCF, il ne faut pas exagérer. Il n'y aurait pas que que les partis à relancer, mais il y aurait aussi des mouvements de masse, etc. Martelly ajoute que la forme prise par la structure politique doit donc impérativement être conçue pour rendre possible une telle synergie. Ça veut dire, eh bien, il ne faut pas reproduire les formes que nous avons connues dans les années 70-80, où c'était le parti qui imposait ses directives au mouvement de masse. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Eh oui, bien sûr. Les mots de Martelly dans sa conclusion, vous allez voir, sont très proches de ceux de Jean Quétier. Je le cite, «
On a besoin du parti, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, mais en tournant le dos à une forme parti historique, à un modèle de fonctionnement qui contredit l'exigence stratégique d'émancipation. La prise du pouvoir sans l'émancipation, on sait ce que cela a donné. Bien sûr, hein, c'est l'évocation de Staline et des formes stalinoïdes. J'invente le mot. L'organisation politique ne peut pas penser l'une sans l'autre, penser le parti sans l'émancipation, sans l'idée, sans l'horizon de l'émancipation. Voilà, donc ce que je souhaitais aborder aujourd'hui comme idée sur l'ensemble des critiques qui ont été faites au parti. Vous voyez en gros ce que dit Jean Quétier, et que je reprends à mon compte, c'est que, eh bien, il n'y a pas d'alternative à la forme parti qui ait encore été inventée. Voilà. On en est toujours là. On est toujours avec la forme parti, et il faut s'atteler à la réformer. Il faut faire avec. Les essais qui ont été proposés n'ont pas été concluants, et ce sont des essais qui s'étalent sur quand même des décennies et des décennies. Ils n'ont pas été concluants du tout. Des organisations très très respectables comme Attac, par exemple, n'ont pas inventé de forme alternative. Hein. Pourtant Attac, Dieu sait que Attac est une organisation vraiment intéressante et dynamique, et comment dire, extrêmement... Est-ce qu'ils ont cherché de trouver des nouvelles formes? Bon, j'ai du mal à répondre à la question parce que je ne le sais pas. Oui, je n'ai pas de réponse là, je ne connais pas, mais c'est une question importante. Non, je ne le sais pas. Mais peut-être qu'ils n'ont pas cherché, peut-être qu'ils ont cherché, peut-être qu'ils n'ont pas cherché, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Donc je ne vais pas me lancer sans savoir. En tout cas, le résultat est là, c'est que leur organisation évoque, c'est pas un parti, hein, ils rejettent la forme parti. Ils ne rejettent pas la forme parti, mais ils se réclament pas d'une forme parti. C'est tout. C'est pas un objet de débat. Ils ne se réclament pas de la forme parti, mais ils n'ont pas inventé quelque chose d'autre qui pourrait nous inspirer. Donc, oui, vas-y. Juste une chose, je vais juste un petit peu en arrière. Est-ce qu'on pourrait définir l'émancipation à l'intérieur d'un parti politique? Ce mot émancipation, c'est quoi exactement? Comment on pourrait le définir? Dans un parti politique, par exemple, on est membre d'un parti politique, il y a cette émancipation qui est importante. Oui, bien sûr. Oui. L'émancipation. Deux formes de niveau de réponse. Bon, d'abord, il y a les objectifs d'émancipation qu'un parti se fixe. Déjà, un parti comme le Parti communiste, il est censé se fixer des objectifs d'émancipation des prolétaires. Quand je dis prolétaires, je précise que pour moi, ça nous concerne tous. Tous. Oui. Pour moi, ça nous concerne tous. C'est quelque chose qui fait débat, mais pour moi, ça nous concerne tous. Dès lors que quelqu'un est condamné à travailler pour vivre, c'est un prolétaire. Pour moi. Bon, évidemment, et j'y mets les ingénieurs, les cadres, enfin, tout ce qu'on... pour moi, ils en font partie. Bien sûr, je ne confonds pas, je ne suis pas idiot, je ne confonds pas un prolo de la métallurgie avec un ingénieur, je ne confonds pas. Mais pour moi, il y a quelque chose
chez l'un comme chez l'autre, qui relève du prolétariat. Bien. Donc, il y a ça déjà. Un parti peut se fixer des objectifs d'émancipation du prolétariat et normalement, cet objectif va l'habiter, va l'obséder, bien entendu. Donc, il faut qu'il décline son objectif pour les diverses couches de la société, ou bien aussi dans les différents domaines d'activité qui existent dans une société, la sécu, l'éducation, le sport, etc., etc. Bien. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Bien. Et le deuxième niveau de réponse, c'est que un parti qui a l'ambition, la prétention, l'ambition d'émanciper le prolétariat, une classe, la classe des dominés, eh bien, il devrait commencer par s'appliquer à lui-même. De l'intérieur. Cette idée. Donc, apprendre aux gens du parti à s'émanciper voilà. Du sommet du parti. L'objectif politique, l'objectif politique d'émancipation devrait, là il faut mettre tout au conditionnel parce que, je le dis d'emblée, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'objectif politique presque civilisationnel d'émancipation devrait imbiber l'ensemble du parti de la base au sommet. Par exemple, des pratiques démocratiques, vraiment démocratiques, pas de la démocratie représentative comme on la trouve dans les institutions politiques, bien sûr, qui sont rodées comme c'est pas possible. Nous avons des institutions représentatives qui fonctionnent très bien, Assemblée nationale, etc. Bon, mais ça suffit pas en termes d'émancipation. C'est bien, bien entendu. Marx et Engels, ils ont acheté, quand elles ont été mises en place, ils ont acheté, ils ont dit oui, on prend. Et les ouvriers vont jouer le jeu de tout ça. Bon, mais aujourd'hui, un siècle après, ça ne fait plus, le compte n'y est plus. Un siècle après, il faut demander de la démocratie participative, de la vraie de vraie. Bon, tout ça devrait imbiber le fonctionnement des partis politiques. Et ce n'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Il y a un problème. D'abord, le parti, mettons le Parti communiste, avait trop son objectif du modèle, qui n'était pas un bon modèle. Après, pour l'ensemble des partis, on n'a pas suivi et analysé comme il fallait le développement du système capitaliste, parce qu'aujourd'hui, les multimilliardaires, c'est pas la production de biens, c'est les réseaux sociaux, c'est... Les chaînes de télévision. Non, mais même, on gagne de l'argent avec la publicité. Si on regarde tous le GAFAM, c'est quoi? C'est à travers les Google, machin, truc, ils gagnent des milliards. C'est pas en produisant des voitures, oui, les entreprises, les multinationales font la rentabilité, mais pas autant que ce que font les autres. Et je crois qu'on a été un peu dépassé par le développement des sciences et des techniques. En plus, là, moi j'ai toujours appris, en tant que syndicaliste et autres, le développement des sciences et des techniques allait améliorer les conditions de vie des travailleurs. Oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais bien sûr. Au contraire, quand on voit les discours qui tiennent, il faut saquer les retraités, bien sûr. etc. Donc, on n'a pas trop suivi, et même les multinationales, parce que j'avais lu un article qui se plaignait des patrons des GAFAM parce qu'ils ne respectent pas les lois, ils sont au-dessus des États, des présidents, etc., que les multinationales, je veux dire c'est le système capitaliste, respectent quand même quelques
quelques règles, quelques lois, même au niveau commercial, on voit bien que tous les débats qu'il y a. Et là, je crois que c'est allé très vite, parce qu'il y a toute la question qu'on avait eue sur le débat, le profit. Le profit aujourd'hui, c'est pas dans la production qu'on fait le plus. C'est dans la finance. Dans la finance et les qui est... Et c'est là que Marx et Engels avaient fait cette analyse, c'est qu'à un moment donné, la valeur ne correspond pas à la réalité de sa propre valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des crises économiques et il risque d'y en avoir. On voit aux États-Unis, il y a de l'inflation. C'est qu'il faut dévaloriser les sorties du capital parce que, avec tous les crédits, même nous, enfin, les crédits que l'on fait, etc., à un moment donné, il y a un déséquilibre. Et économiquement, c'est la cata. On a vu en 2008, bon, on a vu en 2029, enfin 1928, mais on a vu en 2008. En 1974, il y a la crise du pétrole, on a vu qu'il y avait des moments, et là, si on regarde ce qui se passe sur la planète, aux États-Unis, en réalité, ça va pas si bien que ça. Ils ont une peur folle du BRICS, parce qu'on voit que ça se met en marche. Il y a déjà des pays qui font des échanges économiques avec le yuan chinois, etc., liés au BRICS. Donc, il y a tout un truc que... Moi, je trouve qu'on n'a pas assez d'analyse profonde là-dessus. Ouais. Il y a une autre interrogation qui est d'actualité. Regardez un peu ce qui se passe en France avec les supermarchés. Auchan, on va à Intermarché va acheter Casino. Il y a un mid-back, c'est des multinationales. Enfin, Carrefour, moi je les ai vus en Tunisie, je les ai vus dans d'autres pays. Casino, il y en avait au Brésil, je veux dire. Et là, on voit, soi-disant, ils sont déficitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ils mettent Carrefour, les hypermarchés font les franchisés, mais moi, j'ai aucune analyse économique de ce qu'ils font. Là, on apprend que Auchan, qui est la famille Muliez, qui a Decathlon, Roland Leroy, Leroy Merlin et tout. Et là, ils ont des difficultés financières. Alors, ils vont supprimer la chaîne Auchan. Tu as vu ce qui est en train de se passer? Ils sont en train d'intégrer, de franchiser. Alors, vous prenez les deux hypermarchés Carrefour, ils ont franchisé, c'est-à-dire qu'ils ont mis des gérants, à condition qu'ils prennent les produits Carrefour et tout. Mais même les salariés, les syndicats, ils ne savent pas trop. D'abord, ils perdent Auchan comme Carrefour et tout des droits. Ils avaient des droits sociaux qu'ils perdent avec ce Big Mac. Mais moi, personnellement, je m'interroge depuis des mois et des mois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce Big Mac? Vous avez Casino qui passe au marché, après c'est Intermarché, on ne sait plus. Et pourtant, c'était soi-disant, il n'y a que Leclerc qui se trouve à part, il a une politique un peu particulière, mais ils s'affrontaient tous, ils étaient concurrents, et puis on voit aujourd'hui, tiens, je te prends ça, je te donne ça. Et là, je crois que ça fait partie de la crise du système capitaliste qu'on ne mesure pas. Et comme avec les GAFAM, on ne mesure pas ce qui se passe. C'est anormal qu'il y ait ces multimilliardaires, d'abord ils ne savent pas quoi faire de cet argent, mais c'est un besoin du circuit. Et là, les partis politiques, je parle, on est un peu en perdition, parce que je vois l'attitude, je vois le Parti Socialiste avec Hollande, Klusman et tout, c'est catastrophique. C'est eux qui ont mis Macron en place, bien que Macron il a été envoyé par les banques. Même le Parti communiste dont j'en suis membre, pareil, il n'affronte pas assez la réalité sociale. Et c'est ce qui est la tristesse, c'est que les gens se tournent vers le RN. Ouais. Et aujourd'hui, j'étais dans un restaurant à Riquier, et il y avait des gens, des ouvriers, tout ça, qui parlaient là. Je ne suis pas intervenu, mais ils disaient qu'ils allaient voter Ciotti. Estrosi, c'est un escroc qui est dans les sociétés, mais il fallait voir. Et par rapport au RN, etc.,
c'est le restaurant italien, là, à Riquier, là. Il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent manger là, mais il faut voir les discours qu'il y a. Donc, et moi, je ne suis pas intervenu parce que je me faisais écraser. Voir pourquoi ils vivent des difficultés, on ne répond pas réellement à leurs soucis, on est en train de leur faire peur, il y a la guerre qui va se déclarer. Moi, en présentant ce Facebook, je dis pourquoi, vous savez pourquoi aux Ponchettes ils ont mis double circulation? Ah oui, ils ont... C'est pour faire passer les engins... les tanks. Non. C'est moi qui ai dit. J'ai écrit en disant c'est pour les engins. Tu plaisantes là. Non. Pourquoi Estrosi a été obligé en une semaine de régler le problème? C'est une route qui sert à faire les transports de gros engins. Ah bon? Et moi je dis ça va permettre aux chars russes de venir sur la problématique. mais donc il y a tout ce micmac. Et là on nous balaye avec Bardella, 28 ans ou 29, là, pour être président de la République, mais ça devient... Et ce qu'on ne dénonce pas, c'est le vote qu'ils font à l'Assemblée européenne et à l'Assemblée nationale. Ils ont voté contre la nationalisation d'Arcelor. Donc on va perdre toute l'industrie des aciéries. Je veux dire... et là, les partis politiques ne réagissent pas comme il faut. Même à droite, parce qu'il y a quand même des gaullistes, des républicains, et on voit dans quel bain ils se baignent, et tout le monde, et la preuve, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un désastre, je veux dire. Disons que le spectacle, c'est vrai, il est pas très ragoûtant. Bon, il y a... bon, ne parlons pas des partis de droite, ils font leur job, mais... Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Tous les partis sont en difficulté. Ouais. Mais les partis de gauche, bon, le Parti socialiste, on ne sait pas trop où il va exactement. En tout cas, la dernière fois qu'il était au pouvoir, on sait où il est allé. Il est allé vers le libéralisme. Il nous a amené Macron. Il nous a amené Macron. Bon. Là, actuellement, je ne saurais pas trop dire. Faure... comment c'est son prénom à Faure, Olivier Faure. Donc, je demande à voir. Hein, j'ai pas de... Mais en même temps, on pousse Glucksmann, qui est... Par contre, Glucksmann, c'est un atlantiste. Atlantiste. Il a été conseiller de... Ah ben, il était marié, alors, avec la ministre de l'Intérieur de la Géorgie. Ben, c'est ça, voilà. Et c'est lui qui est... C'est pas de l'Ukraine, je crois. Non, Géorgie. Et il a été mandaté par sa femme, enfin par le gouvernement géorgien, pour négocier l'achat d'armes quand il était marié avec sa femme aux États-Unis. Et aujourd'hui, il fait le beau, le démocrate. On est dans une situation où la population, des millions de gens, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition, disons, qu'est-ce qu'ils ont comme choix, quand ils veulent faire leur choix politique, disons un peu progressiste et autres, c'est pas évident. Bon, le parti, alors le Parti communiste, bien, il ne convainc pas. Hein, je continue la description que je faisais. Il ne convainc pas. En tout cas, alors on peut trouver beaucoup de qualités à Fabien Roussel, etc. Il a rendu le parti visible, oui, mais nous sommes toujours à 2% de vote, hein, à 2%. Hein. Et concernant ça, je voulais revenir un peu sur l'émancipation, parce que tu parlais d'émancipation. En fait, le parti politique, le parti en général, quand ils ont une politique d'émancipation, c'est déjà au niveau des militants des membres. Et ça me fait penser au PC. Parce que l'émancipation de la population ou des militants, il y avait avant l'école des cadres. C'est une forme d'émancipation. Former les cadres, déjà sur l'idéologie du parti, sur les projets de société, et aussi former pas seulement les cadres, mais les militants, la création de comités de quartier
vous formez les masses populaires, parce que si le parti avait fait ça à l'époque, former déjà les militants, former les masses populaires, ben, la société aurait été plus formée idéologiquement, politiquement, socialement. Ça a été fait. Et ils auraient réagi différemment. Ça- Au lieu, parce que l'émancipation ne passera seulement par le fait de rentrer dans la consommation et de posséder. Il y a l'émancipation aussi intellectuelle, spirituelle. Et si les gens étaient suffisamment formés idéologiquement et politiquement, on n'aurait pas eu ce que nous voyons en ce moment. Ça existait, ce que tu Ça a dis. existé jusqu'en 90. Même, je sais. Moi, je suis le dernier du Ils ont département arrêté. à avoir fait l'école de 4 mois, l'école centrale. Et les cours, c'était 9h du matin, midi et demi, 2h, 6h30, 9h, non, 8h30 et 22h30. C'était 4 mois. Hein. Non, mais. Quand j'étais, et y compris au niveau syndical, quand j'étais secrétaire général du syndicat, puis du comité d'entreprise, d'une entreprise à l'avocat des Aciéries du Nord, 680 ouvriers, on avait le droit, suivant l'importance de l'entreprise, d'être au conseil d'administration de l'entreprise. Malheureusement, les syndicats en ont peu profité. Moi, je me suis retrouvé, moi j'y suis allé, la CGT m'a formé une semaine de savoir de quoi ça concernait en avoir consultatif. C'est-à-dire qu'on a les patrons, les actionnaires, et c'est là que j'ai appris que mon entreprise, qui était après devenue à Loire-Marine, allait être liquidée. Ils n'ont pas voulu m'informer, mais j'ai trouvé des choses bizarres. Et après, j'en ai parlé à l'organisation syndicale, et puis quelques mois après, boum, on a été liquidé. Bon, il y a eu 3 ans de lutte, etc. Mais, et là, on a des outils, on ne s'en sert pas. Hein, parce que le conseil d'administration, c'est d'écouter les patrons et tout. Et la formation, par exemple, dans ce département, on avait des formations de section régulières, de fédération. Alors on trichait, parce que les écoles fédérales, c'était 15 jours. Mais à l'époque, on avait beaucoup de camarades médecins à un département et il n'y avait pas de médecins comme aujourd'hui. De contrôleur de la Sécu. Non, attitrés. Ah oui, médecin référent. Voilà. Quoi Médecin référent. Référent, c'est obligatoire. Si, Non, quelque chose. tu es obligé d'aller toujours chez ton même médecin. Ah oui. Autrement, tu payes, tu n'es pas remboursé comme il faut. Ah, ouais. Nous, avant, qu'est-ce qui se passait? Un ouvrier qui voulait faire un stage, tac, on le mettait 15 jours en règle. S'il n'avait pas le total de son salaire, bon, on avait les moyens, on lui complétait. Donc on a eu une formation de beaucoup de cadres qui sont venus, des bons dirigeants, syndicaux, etc. Et même Marianne, je suis abonné, mais pas au mois d'août, mais le mois d'août dernier, il y avait un article intéressant où il parlait que le Parti communiste était le parti qui formait le mieux ses militants. Certains sont devenus députés, sénateurs, c'était des mecs des ouvriers, hein, des ministres, des chefs d'entreprise. Hein, on a vu le patron du Charbon de France, enfin, Ah oui. ouais, du métro de Paris. Oui. Il y a eu beaucoup de cadres, etc. Malheureusement, la venue de Mitterrand, tout ce qui s'est passé là, pour ce qui concerne le Parti communiste, n'a plus réagi. Il n'y avait plus d'école. Ils ont supprimé les cellules d'entreprise. Oui. Il y avait des organisations de partout. Moi, j'étais secrétaire à l'organe, c'est surprenant. Du département, il y avait 7000 adhérents. Aujourd'hui, 535. Vous voyez la différence. Mais on avait des structures, AEDF, SNCF, machin. Et ça réagissait bien. Et les copains qui militaient aussi dans les organisations syndicales, mais il y avait des structures politiques qui faisaient la différence. Oui, mais tout va avec. Parce que j'ai participé aussi à l'époque, Georges Segui et Georges Marchais, pour séparer la CGT du Parti communiste. Pour quelle raison? C'est qu'il y a des gens qui ne voulaient plus adhérer à la CGT parce qu'ils avaient l'impression de prendre la carte du parti. Donc ça avait été... et Krasuki a continué sur cette idée en disant on sépare ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup plus d'indépendance, hein, parce que souvent le Parti communiste est décidé
pas au niveau d'une boîte, mais Oui, du département, qui sait qui allait être secrétaire général. Ah bah oui, bien sûr. Donc il y a eu tout ça. Mais c'est que la gauche en 81, ça nous a donné des illusions. Alors il y a eu pendant 2 ans des acquis, mais c'est vite retombé. Et là, tous les partis de gauche se sont trouvés en difficulté. Bon, moi, j'ai voulu changer de vie, je suis parti dans l'économie, en Guyane, pour refaire, et je suis revenu. Pour ce qui concerne le Parti communiste, c'était pas du tout pareil. Je me retrouve avec un bus en 93. Moi, je suis rentré en 91 de Guyane, je suis parti 2 ans. Ma femme a accepté que je parte là-bas, parce qu'on a monté une boîte avec mon frère. Et il y a un Robert Rue, je ne savais même pas d'où il sortait. Et il y a eu ce parti devenu social-démocrate pour moi. Je ne comprenais plus. Et après, on a vu comment ça s'est passé. Marie-Georges Buffet, que j'aimais bien, mais pareil, on n'y a pas fait un beau cadeau à elle. Et puis Pierre Laurent, c'était une catastrophe. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'identité, disons, communiste. C'était, disons, social-démocrate comme le PS. C'est comme les gens n'étaient pas formés. Plus personne n'était formé. Ce que tu décris là, c'est un cercle vicieux. Parce que ce que tu décris, cette espèce d'affaiblissement du Parti communiste, ça correspond aussi au profond changement de la société. Oui, Il n'y a plus d'appétence pour l'information politique. Enfin, il n'y a plus. Il ne faut pas dire ça vraiment, mais c'est plus pareil. C'est quoi. pas pareil. Parce qu'en même temps, les gens ont été déçus. Regardez, un autre exemple. C'est parti. Il y a 10 jours, j'étais à l'Assemblée Générale du Secours Populaire. J'étais à l'époque conseil d'administration, et en tant que militant communiste, il fallait militer dans la vie associative. CGT, FGT, Secours Populaire. Si même aujourd'hui je m'occupe des Amis de la Liberté, c'est le Parti communiste qui m'a dit, Jean-Pierre, il y a Tozel, il est décédé, bon. Et moi, j'étais surpris, il y avait à peu près 200 personnes à l'Assemblée Générale. Il y avait Strozzi, il y avait 4 adjoints au maire. Il y avait plein de jeunes. Plein de jeunes. Des jeunes, des manuels, des blacks, des jeunes blacks qui font le soir ce qu'on appelle maraude. Les maraudes. Un truc incroyable. Quand il y a, disons, 20-30 ans que j'étais au conseil d'administration du Secours Populaire, je veux dire, il y avait plein de communistes qui militaient. Mais là, il n'y en avait pas, il n'y avait que moi. Voilà le changement. Et voilà. Et pourquoi je suis invité parce que des anciens communistes qui sont toujours au Secours Populaire, ils m'invitent parce que je tiens des discours politiques, mais équilibrés. Parce que je ne veux pas dire on est le meilleur dans tout l'impossible. Et mon intervention, elle a été surprenante, c'est que j'apprends que les associations qui logent les SDF dans les asiles de nuit ont supprimé les subventions, conseil départemental. Donc, on va voir, parce que je connais les associations à qui ça va être arrivé, ils vont être obligés de fermer, parce qu'ils n'ont pas de subvention. Et qu'est-ce qui se passe? On va retrouver les gens dans la rue. Et là, j'apprends par le secrétaire général du Secours Populaire que le préfet lui a informé qu'il allait y avoir une baisse des subventions sur le social. Et le budget 2026 de Secours Populaire est baissé de 30%. Ah oui. Ah bon? Et ouais, parce qu'ils tiennent compte qu'il va y avoir plein de subventions qui sortent. Et le préfet leur a dit, même quoi qu'il se passe sur le budget national, de toute façon, l'État a décidé de ne pas payer les collectivités territoriales comme il se devait, ils vont réduire, donc les collectivités territoriales vont réduire les aides. Et moi j'ai demain on a une conférence super top, c'est Sur l'édition des écrans, l'intelligence artificielle, le positif et le négatif à Garibaldi. Si des fois ça vous intéresse. Les amis de la liberté. 6h30. 6h30. Oui. Et donc, Ciao. il y a un adjoint au maire de Vence
c'est droite, hein, il se lève, il dit nous, on a mis à disposition local au secours populaire, on aide, des subventions. Quoi qu'il arrive, on continuera. Et il y a un adjoint au maire de Carrosse qui, après moi, il dit nous aussi, on fera ce qu'il faut des communes de droite, mais qui ont quand même Ils ce ont se problème. substituer à l'État. Et il dit on va continuer. Donc, après, il n'y a pas eu de discours politique. Il y a eu les difficultés, des maraudes, etc. Mais j'ai été surpris. Il n'y avait pas de militants politiques. Par contre, la ville s'est déplacée. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais pour poursuivre, il y a eu des phénomènes qui se sont passés.